l'actualité de ce lundi, Rufisque patauge. Une partie du mur du stade Ngalandou Diouf s'est effondrée. Des maisons complètement submergées. Là-bas, comme à Keur Massar, les populations pointent du doigt les travaux du train express régional comme source de leur malheur. Vous entendrez à ce propos le directeur général de l'APIX, Muntagassi. Et puis l'actualité de ce lundi, c'est aussi la Tamkharit fêtée par la communauté musulmane. L'origine religieuse de cette fête, le Tadjaboun qui perd de sa superbe, à suivre nos reportages. Et puis 3 décennies après sa mort, Cheikh Anta Diop passionne toujours les débats. Les avis de 2 figures emblématiques de l'intelligentsia sénégalaise divergent sur les travaux de l'enfant de Ceytou. Il s'agit de Souleymane Bachir Diagne et Boubacar Boris Diop. Ce dernier a adressé une lettre ouverte aux philosophes à qui il reproche une malhonnêteté intellectuelle. On vous explique ce qui les oppose dans un instant. En sport, le Sénégal prépare le tournoi IFOA du 28 septembre au 13 octobre prochain. 16 sélections sont attendues à Dakar. Le comité d'organisation veut mobiliser un budget de 500 millions de francs CFA. La pluie a causé beaucoup de dégâts à Rufisque, des intempéries qui ont provoqué l'effondrement d'une partie du mur du stade Ngalandou Diouf et l'inondation de beaucoup de maisons. Ces populations regrettent encore les travaux du train express régional qui, selon elles, sont la cause de ces inondations. C'était extraordinaire, la quantité d'eau qui traverse ce tunnel, ce canal-là. Est extraordinaire. Après ce point-là, on est allé au niveau du pont Rail, c'est-à-dire le grand tunnel, là où passent pratiquement tous les véhicules du nord vers le sud, vice-versa. Là aussi, c'était inondé. C'est dans ces moments-là qu'on peut constater les problèmes pour essayer d'apporter des solutions. Présentement, je suis au niveau du stade. Effectivement, le mur a cédé. Heureusement qu'il n'y a pas de victimes. Mais moi, mon inquiétude, c'est la portion qui reste. Si on ne le détruit pas, demain, il peut y avoir des conséquences très négatives. Actuellement, tout est urgent. Hein? On vient de me signaler une maison qui est tombée au niveau de Misra. J'ai envoyé une équipe à ce niveau. On m'a souligné une autre à Djorgum Montagne. Tu sais, c'est des choses auxquelles vraiment c'est difficile. Il faut vraiment la synergie de tout le monde pour essayer quand même d'abréger la souffrance des populations. Quand le mur du stade est tombé, les eaux se sont déversées dans nos maisons. Depuis ce matin, nous évacuons les eaux avec les moyens du bord. Pas de motopompe, rien vraiment. Nous nous débrouillons tout seuls. Nous n'avons vu personne des autorités du stade. Et on peut s'attendre au pire avec l'autre partie du mur quand elle va céder. Et puis, selon le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des grands travaux, il est impossible que les inondations à Rufisque soient causées par les travaux du TER. Toutefois, Muntagassi rassure que tout sera rentré dans l'ordre le 30 novembre prochain. Le voici avec nos confrères de la radio Futur Média. Les inondations ne sont pas causées par les travaux du TER. Il faut que les choses soient claires. Malheureusement, le dernier bébé des infrastructures est le projet du TER. Alors c'est tout à fait normal. Quand il y a des soucis, les gens pensent que ce sont les travaux de TER. Les travaux de TER ont été conçus de façon, comme on dit, donc des évacuations transparentes. Nous avons des canalisations longitudinales et des canalisations transversales qui récupèrent l'eau qui vient d'un côté vers l'autre. Et généralement d'ailleurs à Rufisque, les évacuations se font vers la mer, vers les points bas. Il est arrivé que aujourd'hui, ce jour, à 13h, il y a une très forte pluie concentrée dans la zone. Cette forte pluie a trouvé nos équipes sur place parce que nos équipes sont mobilisées en relation avec les populations pour soulager ces dernières quand il y a des problèmes. Nous les avons évacués. Aujourd'hui, l'eau est évacuée et la circulation reprend normalement. Que les gens prennent des photos au pic de la pluie avec des fortes averses, c'est tout à fait normal qu'il y ait des concentrations d'eau. Mais 15 minutes après, l'eau est évacuée. Sur ces questions-là, seront livrées et passeront définitivement derrière nous au plus tard le 30 novembre. Et on le fera d'ailleurs avant cette date-là. Voilà ce que je peux dire.
Et puis les populations de Kër Mbaye Fall ont barré l'autoroute à péage tout à l'heure. Comme vous pouvez le constater sur ces images, ces habitants du quartier Tolu Diaz indexent la structure, le système de canalisation de l'infrastructure. La manifestation a été dispersée par la gendarmerie. Et puis la Sénélec de Kaolack a évité le pire grâce à la promptitude des pompiers, des sapeurs-pompiers. L'explosion du transformateur auxiliaire hier soir a plongé l'essentiel des quartiers de Kaolack dans le noir. Voici le délégué régional de la Sénélec, Samba Gadji, au micro de Ibrahima Diamé et Falikaï. Donc en fait c'est au niveau de la sous-station de Kaolack. Le transformateur a explosé et ça quand vous regardez le transformateur vous verrez qu'en fait il est un peu gondolé. C'est-à-dire en fait il a bavé, on dit que le transformateur a bavé. L'huile s'est propagée. Beaucoup de quartiers, on voit que beaucoup de quartiers... Oui, en fait ce qu'il faut comprendre c'est que Kaolack, une partie de Kaolack est alimentée sur le réseau 30 000 volts. Une autre partie de Kaolack est alimentée sur le réseau 6600 volts. Quand exactement ça va revenir à la norme? Oui, normalement dans 2 heures de temps. En fait, on est en train de déconnecter le transformateur, on va remplacer le câble et on va mettre l'autre transformateur en service pour reprendre entièrement la ville de Kaolack. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer effectivement en fait, le fait que le transformateur a explosé. Voilà. Mais pour le moment, il faut qu'on fasse un diagnostic pour dire exactement quelles sont les causes qui ont causé, c'est-à-dire cette explosion du transformateur auxiliaire. Oui, la situation est maîtrisée et puis vraiment je tiens aussi à remercier les sapeurs-pompiers qui sont venus très rapidement parce que ça pouvait être encore vraiment catastrophique. Parce qu'en fait si on n'avait pas éteint, c'est-à-dire à un moment donné, ça peut affecter aussi l'autre transformateur qui est un transformateur de puissance. Et puis ce week-end, 2 pêcheurs de Soumbédioune ont perdu la vie en mer. Ils ont été surpris par la foudre. Un accident qui nous amène à parler des mesures sécuritaires souvent négligées. Certains pêcheurs appellent à plus de responsabilités pour éviter ce genre de drame. Cher Diop et Diafaraba. Ils vont en mer sans gilet de sauvetage, un des facteurs qui conduit au drame. Ces pêcheurs n'ont même pas regardé le temps. Et pourtant, le ciel est nuageux. Les pêcheurs ne respectent plus le port des gilets de sauvetage. On doit prendre des mesures, des sanctions contre ces gens-là. Les pêcheurs doivent tenir compte des informations de la météo, mais aussi respecter les consignes. La semaine dernière, une foudre s'est abattue sur une pirogue en haute mer. Conséquence, 2 pêcheurs tués. Le téléphone de l'une des victimes aurait attiré le phénomène. Ces pêcheurs invitent leurs collègues à plus de prudence. Dire que c'est pas indispensable, ça ce serait pas normal. Si un pêcheur amène son portable en mer, il doit le garder quelque part, dans la pirogue ou le mettre dans un seau. C'est ce qui est normal. Toutefois, je ne suis pas d'accord avec l'utilisation de ces appareils. Et que tous les pêcheurs parviennent à avoir cet appareil, je pense qu'il y aura moins de danger pour les pêcheurs. Ainsi, il liste les mesures à prendre pour renforcer le niveau de sécurité en mer. D'abord le gilet de sauvetage. Il faut que toute personne qui va en mer ait un gilet de sauvetage. Pour certains pêcheurs, il est grand temps de prendre des mesures préventives permettant d'éviter ce genre de catastrophe. L'actualité de ce lundi, c'est aussi la célébration de l'Ashura, la Tamkharit. Pour une partie de croyants, c'est un jour de fête. Pour d'autres, par contre, c'est un jour de tristesse, de deuil. Le sens de cette fête avec le religieux shérif Mohamed Ali Haïdara, interrogé par Salif Sow et Asmali Diop. Le mois de Muharram, c'est un mois de deuil et de tristesse pour nous et pour tous musulmans sincères. Parce qu'en réalité, c'est en ce mois de Muharram que le petit-fils de notre prophète, l'imam Hussein, et pratiquement la quasi famille, les membres de la famille du prophète ont été massacrés à Karbala. Et massacrés à Karbala par des gens qui se disent musulmans. Parce qu'en réalité, ce n'est pas des non-musulmans qui ont tué l'imam Hussein. Et donc, et ça, c'est le 10e du mois de Muharram.
Donc pour nous, c'est un jour de deuil et de... Et la Tamkharit, c'est le seul jour que vous n'avez pas besoin de demander le menu en rentrant chez vous, parce que c'est tiré pour tout le monde. Justement, la préparation du couscous rassemble les familles. Toutes les générations se retrouvent au fourneau, parce que c'est cela aussi le charme de cette fête. Illustration chez la famille Dieng à Fass, Diarietou Fall et Gervais Yao. Un jour pas comme les autres, chez la famille Dieng au quartier Fass, Tamkharit oblige, tous se réunissent autour du couscous ce soir, mais auparavant, il y a l'étape de la préparation bien particulière. Pour la Tamkharit, tout le monde s'investit dans la préparation. Nous le faisons chaque année avec une particularité, réunir 3 familles autour de la préparation. Chacun contribue selon ses moyens et nous portons des habits identiques. Cette maison est celle de ma tante. Nous avons nos propres astuces que nous nous gardons de révéler. L'aspect le plus important en ce jour d'Achoura, c'est la prière, mais également le partage du couscous. Notre souhait est toujours de préparer du bon couscous, comme à l'accoutumée. La nuit, nous appelons nos hôtes pour leur servir à manger, comme recommandé par la tradition. Après, tout le monde va converger ici et il y aura beaucoup d'ambiance. À l'occasion de cette fête, tout le savoir-faire et les talents culinaires sont permis pour préparer un bon couscous. L'ambiance sera elle aussi au rendez-vous pour perpétuer cette tradition. Merci Diarietou. En revanche, à Saint-Louis, ce sera du tiré bassé pour tous les foyers à Saint-Louis. Le drapeau, la tradition est bien respectée pour le partage entre familles. Une occasion pour les Saint-Louisiennes de revenir sur l'histoire du tiré bassé, ses composants avant de présenter les vœux aux proches. Ousseynou Diop, Habib Seck. Dans la ville de Saint-Louis, les femmes sont au dernier réglage pour servir le bassi salté. Le couscous est le plat préféré dans toutes les familles sénégalaises pour le 10e jour du mois de Tamkharit. On parle de bassi salté car on y met beaucoup d'ingrédients, de la carotte, du navet, des raisins et beaucoup de légumes. C'est pourquoi on l'appelle bassi salté, parce que le goût est unique. Dans cette famille basée à Gohumbak, toutes les femmes s'activent pour offrir aux parents et proches le couscous au goût délicieux. Pendant 3 jours, ces femmes ont beaucoup dépensé pour satisfaire toute la famille. C'est une tradition, nous le faisons chaque année. Nous sommes sur la dernière partie qui concerne le couscous. Après, on va tout mélanger. À la fin, vous allez voir qu'il y aura un goût exceptionnel. Vous voyez toutes les variétés qui vont accompagner le couscous et après on va servir tous nos proches. C'est une nuit bénie et nous allons profiter de cette nuit pour offrir le couscous à tout le monde. Achoura est aussi un jour spécial pour demander pardon aux proches. Nous en profitons pour demander pardon à tout le monde, notamment aux membres de la famille. Comme vous le savez, la Tamkharit est une nuit très importante pour tous les musulmans. C'est pourquoi nous demandons pardon à tout le monde. La nuit risque d'être très longue pour les adeptes du tiré bassi avec ses goûts et variétés. Dans la capitale du Nord, on sent déjà l'odeur dans presque toutes les rues et ruelles. Merci Ousseynou. Et au moment où nous parlons, nombreux sont ces petits et grands qui font peut-être le tadjeboun dans les rues de Dakar ou pas, puisque au fil des années, l'aspect culturel de la fête s'effrite. Et pourquoi justement tadjeboun n'est plus comme avant? Kumba Matlo et Pape Sangonembaye. Trouvés en pleine répétition, ces jeunes Fassois préparent la soirée de Tamkharit. Pour ces mômes, Achoura est l'occasion de perpétuer une tradition, une vieille tradition qui rime avec danse et charité. Le tadjeboun, un patrimoine riche qui se perpétue de génération en génération, ces grandes personnes s'en rappellent avec nostalgie. Autant pour fêter à tadjeboun, nous nous déguisions, chacun y allait de son imagination. C'était parti pour des chants et des danses toute la nuit.
Après avoir bien mangé, on se réunissait tous dans la grande cour familiale pour une séance de prière. Tadjebon, un événement culturel dévolu aux enfants pendant lequel tout est presque permis. C'est bien beau, mais le Tadjebon devrait être laissé aux enfants à un certain âge. Ce n'est plus permis. Avant, il n'y avait pas de tambour. Les enfants prenaient des bols ou même des pots pour faire du bruit. Tadjebon tend à perdre du lustre au fil des années. La modernité est passée par là. Merci Kumba, et voilà ce que nous pouvions dire sur cette fête et bon appétit à tout le monde. Parlons de l'affaire de la saisie de drogue au port autonome de Dakar, liberté provisoire accordée aux membres de l'équipage du bateau transportant la cocaïne, 2 Italiens et un couple allemand. Le journal L'Observateur ce matin raconte la forte pression qui aurait fait libérer les 2 Italiens. Retour sur ces faits retentissants avec Aminata Mbaresso. L'affaire avait fait beaucoup de bruit du fait de l'importance de la quantité saisie. 798 kg de cocaïne cachée dans des sacs, dissimulés ensuite dans une quinzaine de véhicules neufs. La saisie avait eu lieu au port de Dakar dans la nuit du 30 juin 2019. Quelques jours auparavant, une autre saisie d'environ 238 kg sur les mêmes lieux. Dans cette rocambolesque affaire, des membres de l'équipage du bateau Grande Nigeria avaient été arrêtés, 2 Italiens et un couple allemand, des Sénégalais aussi. Environ 1 tonne de cocaïne interceptée au port de Dakar. La machine judiciaire sénégalaise avait alors été déclenchée. Le bateau de la compagnie italienne a raisonné, les membres de l'équipage et leurs complices sénégalais mis aux arrêts. 2 mois après cette importante saisie, le doyen des juges ordonne la mise en liberté provisoire des membres de l'équipage. Une liberté provisoire accordée aux Italiens. La lettre du comité pour la sauvegarde de la dignité des marins serait une des raisons. D'autres parlent également d'une exigence de la compagnie italienne pour démarrer les négociations pour le paiement de la somme demandée par la douane sénégalaise. Pour ce qui est des Sénégalais cités dans cette affaire, la liberté provisoire demandée par les avocats n'a pas été accordé. Pour rappel, le bateau Grande Nigeria avait quitté le Brésil en partance pour l'Angola. Merci Aminata. Et puis parlons de l'affaire des filles voilées de Jeanne d'Arc. Maître Amadou Alikan invite les Sénégalais à un peu dépassionner le débat, car il s'agit pas d'un conflit entre musulmans et chrétiens, mais un problème entre la direction de l'institution et une partie des élèves. Selon Maître Khan, si l'Institut Jeanne d'Arc se base sur la déclaration du Concile Vatican II, il peut y avoir une issue favorable. Il est interrogé par Ousmane Diallo et Gervais Yao. C'est que nous devons dépassionner ce débat. Il ne s'agit pas d'un conflit entre les chrétiens du Sénégal et les musulmans du Sénégal. C'est une petite minorité de chrétiens et une petite minorité de Sénégalais qui fréquentent cette école. Et je voudrais aussi rappeler, surtout en direction de l'école Sainte-Jeanne d'Arc, que le Concile Vatican II, un concile, c'est une assemblée générale d'évêques. Alors le pape avait convoqué une assemblée générale d'évêques qui a duré de 1962 à 1965 et qui a abouti à une déclaration qu'on appelle la déclaration du Concile Vatican II. Et cette déclaration s'est prononcée très clairement sur la liberté religieuse, qu'elle a encouragée. Et elle a vraiment rejeté toute forme d'atteinte à la liberté religieuse. Je pense que si aujourd'hui on revient à l'enseignement du Concile Vatican II, je crois que ces problèmes-là peuvent être dépassés. Et puis, désespoir total chez les 1700 victimes de démolition de maisons à Tivavonpel. Les services techniques en charge de la gestion des sols leur ont signifié que le président de la République a repris les 20 hectares de terre qu'il leur avait offert pour le recasement, ce que ces victimes disent ne jamais accepter et promettent de battre le macadam le vendredi prochain. Suivant leur porte-parole Ousmane Diaye avec Ousseinou Cham. Les chefs des services du cadastre
de l'urbanisme, du domaine était de passage ici sur le site en nous faisant savoir que le président de la République a décidé de revenir sur sa décision. Ces 20 hectares appartiennent déjà à la population de Tivaouane Peulh. Ces 20 hectares actuellement sont là pour soulager les populations qui vivent dans une situation difficile. Ces services techniques sont venus sous les ordres du ministre de l'économie et des finances, M. Abdoulaye Daouda Diallo. Donc nous demandons à l'autorité de revenir sur cette décision et de laisser la population et de laisser les victimes surtout de continuer à travailler. Nous prenons en témoin l'opinion internationale. Et si le président veut revenir sur sa décision, je pense que la majeure partie des victimes, les 1700, mourront sur ces 20 hectares-là. Nous avons décidé d'organiser un grand marche au niveau de Tivaouane Peulh pour dénoncer cette situation et pour informer tout le monde de ce qu'on dit, c'est-à-dire le wak-waket. Et puis zoom sur le quartier de Arafat à Keur Massar. Entre insalubrité et insécurité, les populations se disent oubliées par l'État du Sénégal. La localité manque de tout selon elle. Salif Sow et Asmali Diop. Arafat va mal. Entre insécurité, défaut d'assainissement, insalubrité, les fils de ce quartier de Keur Massar lisent leurs 1001 mots. À Arafat, nous souffrons vraiment. Nous n'avons pas d'électricité ni d'éclairage public. Nous n'avons même pas de poteaux. On a toujours des baisses de tension. Ce qui fait que tous nos matériels se brûlent tout le temps. Pour nous travailleurs, chaque matin tu marches presque 1 kilomètre pour aller au garage. Donc l'accès est trop difficile. En plus il y a trop de sable. Il y a l'insalubrité totale. Parce que nous n'avons pas accès aux voitures de ramassage d'ordures. Que de difficultés à résoudre dans l'urgence. Enclavées, les populations de Arafat réclament un poste de gendarmerie. Il y a beaucoup d'insécurité parce qu'il y a des bâtiments qui ne sont pas encore finis. Au lieu que nous sommes ici, les agresseurs se cassent ici pour faire du mal aux gens. C'est ici que les agresseurs se cassent. Nous sollicitons au président Macky Sall de nous venir en aide. Les armes de Keur Massar n'acceptent pas ici. Au niveau local, les proches du pouvoir interpellent le chef de l'État. Nous sommes venus même en rescousse par rapport à ces gens-là. Donc aujourd'hui, nous avons organisé cette journée au 17 septembre pour au moins assainir. Nous allons lancer un appel par rapport à notre leader, le président de la République, pour lui faire comprendre que la situation de Keur Massar est difficile. Raison pour laquelle il doit venir en appui, soutenir et responsabiliser qu'on puisse continuer à faire des actions sociales du genre. Les habitants du quartier Arafat de Keur Massar organisaient une journée d'investissement humain. Merci Salif. En politique, à qui revient le statut de chef de l'opposition? Vous le savez, le siège est toujours vacant. Depuis le référendum de mars 2016, la Constitution prévoit un statut du chef de l'opposition, mais son effectivité traîne encore. Le dialogue politique est-il le lieu de trancher définitivement? Et à qui profite le flou? Élément de réponse avec notre reporter Alassane Ba et Gervais Yao. C'est un débat de plus en plus agité, nourri par différents acteurs politiques, société civile entre autres. Le statut du chef de l'opposition, trop tôt pour en parler, de l'avis de Babacar Fall du CRADEC, au vu de plusieurs questions urgentes qui méritent d'être traitées avant de désigner le chef de l'opposition. Cette dernière, qui précise-t-il, doit penser à resserrer les rangs pour des consensus dans, par exemple, le dialogue politique déjà engagé, entre autres. À mon avis, l'opposition doit faire très attention. J'estime, pour ma part, que les priorités sont ailleurs. Aujourd'hui, à mon avis, je pense que l'opposition doit essayer en fait donc de resserrer ses rangs, de se ressouder et de se battre pour quand même aujourd'hui, disons, faire aboutir d'abord les travaux de la commission du dialogue politique, essayer en tout cas de poser de tout son poids pour que les réformes qui sont aujourd'hui nécessaires et qui sont engagées par rapport à la modernisation un peu de notre système partisan, par rapport à la modernisation ou à l'amélioration de notre système électoral, il faut à mon avis que les gens se battent autour de ces questions. En plus d'être prématuré, le débat sur le chef de l'opposition, la nécessité de pousser la réflexion sur le ou les modes de désignation reste manifeste. Inscrit dans la Constitution après le référendum de 2016, le statut de l'opposition et de son chef présente quelques ambiguïtés. Au sein même de grandes démocraties, on peut aussi le noter. Dans le contexte actuel, compte tenu de la configuration, disons, du champ politique,
il n'y a pas encore une lisibilité, à mon avis, qui permet de dire c'est tel ou tel qui est le chef de l'opposition. Il faut aujourd'hui discuter de critères. Quels sont les critères aujourd'hui pour déterminer qui est le chef et qui n'est pas le chef? Ça, il me semble que ça c'est très important, mais c'est la raison pour laquelle moi j'estime qu'il ne faut pas quand même se précipiter sur cette question. Parce qu'aujourd'hui, même la science politique, sous ce rapport-là, a des difficultés. Il n'y a pas encore, disons, d'études disons, sérieux sur la question aujourd'hui donc du chef de l'opposition au niveau même des démocraties les plus élevées. Parce que tout dépend du régime politique dans lequel on est. Les préoccupations doivent être ailleurs, rappelle l'expert électoral. Babacar Fall invite à peut-être attendre jusqu'après les législatives de 2022. Entre-temps, certaines réformes déjà engagées pourront aboutir pour une recomposition politique. Merci Alassane. Boubacar Boris Diop en veut à Souleymane Bachir Diagne. L'écrivain reproche au philosophe sa malhonnêteté intellectuelle concernant l'œuvre de Cheikh Anta Diop. C'est une polémique naissante entre deux figures emblématiques de l'intelligentsia sénégalais. Explication Mame Biram Diouf. Un débat d'idées pour faire rejaillir la pertinence de celle de Cheikh Anta Diop, au point de pousser le méconnaisseur des travaux de l'auteur de Nation nègre et culture à s'intéresser à cet homme qui fait la fierté de tout un continent et au-delà pour la reconnaissance des thèses diverses et variées qu'il a développées. Sur deux points précis, le carbone 14 et l'impérieuse nécessité d'avoir une langue nationale et une langue continentale, dans la note écrite par l'écrivain Boubacar Boris Diop, il semble voir du ridicule sur la sortie du philosophe Souleymane Bachir Diagne, estimant qu'il dénie à Cheikh Anta Diop la paternité du laboratoire de carbone 14 conçu de la vie de Souleymane Bachir Diagne par Théodore Monod et concrètement mis en place par Vincent Monteil. Après la publication de Souleymane Bachir Diagne dans la revue Chomerenga de Cape Town intitulée In the Dune of the Alchemist, comme un signe annonciateur d'ailleurs, s'en suivait un entretien à date du 2 juillet dernier dans lequel le philosophe avec l'universitaire Elara Berthaud décrit Cheikh Anta Diop d'être beaucoup plus jacobin et français qu'il ne le croit parce qu'il veut une langue unique et de se moquer de lui avec les mathématiques parce que ce n'est pas si compliqué de traduire la relativité en wolof. En réponse, Boubacar Boris Diop de noter ceci: on ne peut en dire autant de Souleymane Bachir Diagne, dont l'élégant badinage ne formule jamais rien de précis sur le travail de Cheikh Anta Diop, pour ne pas ainsi le comparaître à d'autres contradicteurs. À différencier, selon Boris Diop, l'unité linguistique et l'unicité linguistique. Les positions de ces deux universitaires laisseraient-elles croire à deux écoles contradictoires, celle de Senghor pour Souleymane Bachir Diagne et l'école de Cheikh Anta Diop pour Boubacar Boris Diop. Merci Mame Biram, un sujet qui sera débattu tout juste après ce journal dans Soir d'info. Un mot de sport avant de boucler cette édition pour le tournoi de l'UFOA Sénégal 2019 du 28 septembre au 13 octobre prochain à Thiès. Le comité d'organisation qui table sur un budget de près d'un demi-milliard de francs CFA se montre confiant pour la qualité du tournoi, infrastructure, déplacement, hébergement des 16 sélections. Tout est bien maîtrisé, cher Sadibou Diarra. Tout est fin prêt pour la bonne tenue du tournoi de l'UFOA Sénégal 2019 à Thiès. La particularité de ce tournoi, c'est que cette fois-ci, c'est le Maroc qui remplace la Sierra Leone qui a été suspendue par la FIFA et qui n'a pas pu revenir à temps. Ce qui nous donne quand même des allures de mini-coupe d'Afrique. Le stade de Ladjor va être mis en état. La pelouse est en très bon état et ensuite on va faire quelques améliorations et même le brander, le décorer pour qu'il soit d'un niveau de qualité pour faire du beau spectacle. Hormis cela, il faut retenir simplement aussi que les lieux d'hébergement des équipes sont arrêtés, c'est-à-dire toutes les équipes seront basées à Saly et Mbour. L'équipe nationale du Sénégal par contre sera basée au centre d'excellence de Guéréo, où elle va loger et s'entraînera sous ses propres infrastructures. Un budget d'au moins 350 millions de francs CFA est prévu pour l'organisation de l'UFOA Sénégal 2019. Le vainqueur va empocher 50 millions de francs CFA. D'ailleurs, le directeur de cabinet du ministre a annoncé pour ce samedi
un CRD au niveau de Thiès pour vraiment assurer une bonne préparation avec les autorités locales, mais aussi impliquer les populations thiessoises pour qu'elles s'approprient l'organisation. C'est un tournoi qui offre des prize money, des prix aux équipes participantes. Toutes les équipes participantes recevront un montant de base jusqu'au vainqueur qui recevra $100 000, donc 50 millions à peu près. Donc je pense que c'est important, c'est motivant pour tout le monde. Aujourd'hui, donc, on peut dire que le budget avoisine tout compris, les frais de production des matchs, les transports aériens, ça va toucher le demi-million de dollars, donc à peu près 500-600 millions de dollars. C'est colossal. L'IFOA 2019 se veut un tournoi de haut niveau et populaire à Thiès. Les couleurs du Sénégal seront défendues par l'équipe nationale locale. Merci cher. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'info continue dans Soir d'info avec Aram Touré. C'est à vous. Rebonsoir. Rebonsoir, chérie.